Bonjour, nouvelle vidéo d'immunologie, donc la troisième. La dernière vidéo faisait l'objet d'une présentation des bactéries et des virus avec leur poids commun et surtout leurs différences. Les différentes étapes du cycle viral, qui sont les différentes étapes de la multiplication d'un virus à l'intérieur d'une cellule, puisque les virus se multiplient à l'intérieur de cellules, sont des parasites cellulaires obligatoires, et on a également traité l'antibiothérapie et les phénomènes de résistance aux antibiotiques. Maintenant, ce dernier chapitre d'immunologie va expliquer ce qui peut être mis en œuvre pour lutter contre un agent infectieux, contre une bactérie, contre un virus, contre un parasite. Quelles sont les réactions du corps humain, les réactions de défense, les réactions immunitaires mises en place par l'organisme pour stopper, voire éliminer, donc stopper le développement d'un agent pathogène, voire l'éliminer. Donc c'est les réactions immunitaires, les défenses immunitaires, et elles sont de deux types. Soit elles sont naturelles, innées, ça va être le cas de cette première vidéo, c'est-à-dire qu'elles sont identiques quel que soit l'agent pathogène, soit elles sont spécifiques d'un agent pathogène. Et d'un point de vue chronologique, il y aura d'abord le déroulement d'une réaction innée, naturelle. Si elle est suffisante, le micro-organisme ne se développe pas, il n'y a pas de pathologie. Par contre, si elle n'est pas suffisante, il faudra mettre en place des réactions immunitaires spécifiques, ce qui fera l'objet de la dernière vidéo. Donc dans le cas du programme officiel, on doit étudier la grippe. Donc le manuel numérique de Nathan sur lequel je m'appuie pour faire court euh, propose un cas clinique, le cas d'une personne de 51 ans qui consulte son médecin avec des signes bien spécifiques. Une fièvre, qu'on appelle une pyrexie, une asthénie, qui est une sensation de fatigue, une rhinorrhée, qui est un écoulement nasal, des maux de tête que l'on peut expliquer par le terme, ou que l'on peut plutôt euh, présenter avec le terme céphalée, des douleurs dans la poitrine et dans les muscles, douleurs musculaires, on parle de myalgie, en raison de l'apparition brutale de symptômes, de la saison, du nombre de consultations pour syndrome grippal, le médecin propose le diagnostic de la grippe. Donc fièvre, fatigue, écoulement nasal, courbature, douleur musculaire, la grippe. Il prescrit un antalgique, donc contre la douleur, un antipyrétique contre la fièvre, mais il ne prescrit pas d'antibiotiques, puisque la grippe est d'origine virale, et un antibiotique n'a aucune action sur un virus. Il demande de venir la consulter dans 3 jours si la fièvre ne baisse pas. Alors quels sont les symptômes justement que l'on a pu voir euh, dans ce petit texte qui présente le cas clinique? Alors on voit ici qu'il y a des symptômes qui sont généraux, comme les maux de tête, la fièvre, les frissons, myalgie, et on a donc qui touchent l'ensemble de l'organisme, et on a des syndromes qui sont spécifiques également de la grippe, notamment des syndromes respiratoires, puisque une fièvre, des maux de tête, c'est pas spécifique de la grippe. Par contre, dans la grippe, on va retrouver des syndromes respiratoires, une toux sèche de 2-3 semaines, des éternuements, une pharyngite intense, une congestion nasale. On peut avoir des symptômes intestinaux, gastriques, donc au niveau de l'estomac, nausées, vomissements. Et également des syndromes psychologiques avec un manque d'appétit, une léthargie, c'est-à-dire un manque de tonus, on va dire ça comme ça. Donc, excusez-moi, après une incubation de 1 à 2 jours, il y a des symptômes généraux comme la fièvre, les douleurs musculaires, la fièvre, les frissons, les maux de tête vont apparaître et des syndromes respiratoires. Le virus se transmet par voie aérienne, donc ça va faire vraiment penser à ce que vous entendez sur le coronavirus, sur la transmission du coronavirus, voie aérienne d'un sujet infecté à un autre
par inhalation de fines gouttelettes projetées dans l'air ambiant par le sujet grippé. Ce mode de transmission explique la grande contagiosité de la maladie. Les lieux confinés, les fortes concentrations de population sont propices à la transmission du virus de la grippe. Mais un autre mode de contamination est le contact rapproché avec un individu, poignée de main ou contact avec des objets contaminés. Vous touchez un mouchoir qui contient le virus de la grippe et puis quelques minutes après, la main qui a touché ce mouchoir-là, vous la portez, vous frottez l'œil, vous frottez le nez. Et voilà comment le virus va pouvoir passer d'une personne à une autre. Bien évidemment, le lavage des mains fait que vous éliminez des possibilités de contamination. Alors, quelles sont la première ligne ou les premières lignes de défense de l'organisme? Ce sont les barrières cutanéo-muqueuses. C'est la première ligne de défense. Là, je vais mettre de la couleur. Première ligne de défense, barrière cutanéo-muqueuse. Barrière cutanéo-muqueuse, c'est la peau et les muqueuses. Les muqueuses, c'est un tissu épithélial et un tissu conjonctif qui est sous-jacent au tissu épithélial. On a une muqueuse au niveau des yeux, une muqueuse buccale, une muqueuse trachéale, pharyngienne, une muqueuse anale, vaginale. Il y a des muqueuses dans tout, ça borde tous les organes creux. Donc, ce sont des portes d'entrée de micro-organismes. Elles assurent 3 protections. Je vais vous montrer un document. Protection mécanique, protection biochimique, protection biologique. Protection mécanique, c'est les différentes couches. Là, vous avez une couche, vous voyez l'épiderme, donc c'est une coupe de peau. L'épiderme ici, qui sont les premières couches, et en dessous, on a le derme. Et après, on va sous le derme, l'hypoderme. Donc, l'ensemble de ces différentes couches constitue la peau. Et bien, le fait d'avoir toutes ces cellules les unes au-dessus des autres, c'est un épithélium à plusieurs couches, on dit pluristratifié, eh bien ça va limiter la pénétration du micro-organisme dans le derme, notamment où il pourrait se multiplier. Donc c'est une protection mécanique, ici que l'on met en évidence. Une protection biochimique qui a une sécrétion de différentes substances chimiques, ça peut être la sueur, ça peut être le sébum au niveau de la peau. Au niveau de l'estomac, vous avez une sécrétion d'acide chlorhydrique. Au niveau de la conjonctive de l'œil, vous avez une sécrétion de larmes. Les sécrétions, soit par leur pH, soit par ce qu'elles contiennent, elles peuvent contenir des agents antibactériens, notamment. Et ces agents vont limiter la multiplication du virus. Puis, vous avez, ça ne marche pas mon petit truc là, une protection biologique. S'il y a des bactéries qui vont vous protéger, on parle de bactéries, elles sont non pathogènes, elles ne vont pas déclencher de maladie. On dit qu'elles sont commensales, elles vivent là, votre peau, la surface de votre peau n'est absolument pas stérile. Et les bactéries qui sont présentes, elles empêchent les pathogènes également de pénétrer. Ici, vous avez également une couche de peau avec l'épiderme ici, avec ses différentes cellules. Sur la face la plus externe, côté superficiel de la peau, on voit ici en vert et en violet des bactéries commensales. En latin, c'est cum messa, c'est-à-dire à la même table. Donc, elles sont présentes, elles ne provoquent pas de pathologie et elles occupent l'espace. C'est surtout ça qui est important. Elles vont sécréter des substances, d'ailleurs, qui vont pouvoir tuer d'autres micro-organismes ou puiser des nutriments qui vont empêcher d'autres micro-organismes de se développer. Donc vous voyez que les bactéries vertes et violettes ici, elles entrent en compétition pour l'espace et les nutriments avec des bactéries pathogènes entourées en rouge. Les bactéries pathogènes,
vont avoir du mal à se fixer à la surface de la peau puisque l'espace est occupé par ces bactéries commensales. Et elles ne vont pas avoir de nutriments disponibles parce que les bactéries vertes et violettes puisent ces nutriments. Donc voilà comment ces bactéries commensales, donc qui sont présentes, vous le voyez ici, vous avez juste le nom, qui sont présentes à la surface de la peau, sont également une protection de l'organisme contre d'autres bactéries qui, elles, sont beaucoup plus agressives, qui, elles, sont pathogènes, qui, si elles se multiplient dans l'organisme, provoquent une maladie ou déclenchent l'apparition d'une maladie. C'est ce qui est résumé avec le terme pathogène. Donc voilà les trois types de protection. Mécanique, c'est l'ensemble des cellules de l'épithélium. Biochimique, les sécrétions. Biologique, les différentes bactéries qui peuvent, qui sont présentes et qui empêchent, la plupart du temps, des bactéries pathogènes de pénétrer dans l'organisme. Les barrières de la muqueuse, dans le cas de la grippe, cette barrière-là se situe au niveau des voies respiratoires, parce que c'est la porte d'entrée du virus de la grippe. Globalement, c'est au niveau de la muqueuse nasale et au niveau des voies aériennes supérieures. Pharynx, larynx, même la trachée. Que se passe-t-il à ce niveau? On a vu plusieurs fois, notamment en première, lors de l'histologie de la trachée, qu'il y a une sécrétion de mucus par des cellules caliciformes. Donc il y a du mucus qui est sécrété au niveau des voies respiratoires. C'est un liquide un peu visqueux. Ce mucus, il piège le virus de la grippe. Et les cellules de cet épithélium, elles ont des cils et elles vont remonter le mucus qui a piégé le virus de la grippe vers le pharynx. Et lorsque l'on avale notre salive, on avale également du mucus sans s'en rendre compte et on élimine du mucus qui a emprisonné, alors pas que le virus de la grippe, toutes les poussières de l'air que l'on respire sont piégées par ce mucus, des poussières, des pollens, de nombreuses particules dont on ne veut pas qu'elles pénètrent dans l'organisme, elles sont piégées par le mucus remonte vers le pharynx grâce à ces cils, on parle d'escalator mucociliaire, je vous renvoie vraiment au programme de première parce qu'on a détaillé cela en détail en première, dans les fonctions respiratoires. Et donc, sans se rendre compte, on avale du mucus qui a piégé le virus de la grippe. Donc voilà comment cette barrière fonctionne, la plupart du temps. Mais le virus, il peut, si le nombre est très important, en cas de contamination, et que l'organisme est un peu plus faible, l'organisme, il a un moyen, il a une enzyme à sa surface, une neuraminidase, qui fluidifie le mucus et qui rend ce mucus beaucoup plus difficile à éliminer et le virus de la grippe peut échapper à cette barrière. Si le virus échappe à cette barrière, il pénètre dans des cellules de l'épithélium respiratoire, entame un cycle viral, commence à se multiplier, détruit des cellules et on va avoir le deuxième mécanisme de défense naturelle qui est la réaction inflammatoire. Donc, j'aime pas cette couleur. Excusez-moi. Voilà, c'est plus visible avec cette couleur. La réaction inflammatoire, donc, elle se produit lorsque le virus de la grippe réussit à infecter les cellules. Une réaction inflammatoire, elle est toujours caractérisée par rougeur, chaleur, œdème et douleur. Voilà les 4 signes de réaction inflammatoire. Rougeur, chaleur, œdème, douleur. Œdème, c'est un gonflement. Donc, si la barrière n'assure plus sa fonction, on a une nécrose, une mort des cellules ciliées, puisque le virus de la grippe se multiplie dans ces cellules. Et l'organisme, suite à la mort de ces cellules, entame une défense qui est l'inflammation, la réaction inflammatoire. Alors, la réaction inflammatoire, elle est très courante. J'ai coutume de dire, vous vous coincez le doigt dans une porte, il va être rouge, il va être gonflé, il va être douloureux, il va être chaud. Vous vous piquez avec
une épine de rosier, votre doigt va être rouge, il va être gonflé, il va être douloureux, il va être chaud. Vous vous brûlez, vous avez une cloque, ça va être rouge, ça va être gonflé, ça va être douloureux, ça va être chaud. Une réaction inflammatoire se déroule lorsqu'un tissu est agressé par une morsure, une piqûre, une gelure, un écrasement ou une mort de cellules due à une multiplication de micro-organismes ou rien qu'une multiplication de micro-organismes. Donc, ces signes sont à l'origine de certains symptômes comme la toux, la fièvre, la pharyngite chez cette personne. Comment on va expliquer les 4 signes rougeur, chaleur, œdème, douleur? On va détailler des phénomènes vasculaires, donc qui se déroulent au niveau de vaisseaux sanguins, et des phénomènes cellulaires. Première chose, dès qu'on a une lésion et introduction des virus, on a une libération d'histamine. Il faut retenir ce mot. Il est très important parce que c'est cette histamine qui déclenche la réaction inflammatoire. Lorsque vous avez une allergie à des pollens notamment, si vous êtes un sujet allergique, vous allez tousser, vous allez éternuer, vous allez avoir les yeux rouges qui vont couler, le nez également qui va couler. C'est une réaction inflammatoire très forte du corps humain. Et c'est une réaction de défense, mais qui est trop forte que l'on supporte mal. Pour calmer cette réaction de défense, on donne des antihistaminiques. Le médecin prescrit des antihistaminiques pour calmer la réaction allergique, qui est une réaction inflammatoire. Donc, il y a libération d'histamine. Lorsque le virus de la grippe, on le voit ici, le virus de la grippe pénètre dans la muqueuse, après lésion des cellules de l'épithélium respiratoire qui ont été détruites par le virus de la grippe. Donc, le virus de la grippe pénètre ici, libération d'histamine, qu'est-ce que ça provoque? Alors, ce sont des mastocytes, ce sont ces cellules ici, qui libèrent l'histamine. C'est un type de globule blanc. Donc, l'histamine est libérée par les mastocytes et ça entraîne une vasodilatation. Vasodilatation, c'est augmentation du diamètre d'un vaisseau sanguin, que l'on voit ici en rouge. Et cette vasodilatation, elle va expliquer la rougeur et la chaleur, puisque le vaisseau se dilate, il y a plus de sang qui circule dans cette portion dilatée. La portion dilatée se rapproche de la surface, donc la couleur rouge est plus visible. Donc rougeur et chaleur due à la vasodilatation. L'histamine provoque également une augmentation de la perméabilité. Non, hop, je me trompe dans les codes couleurs. Une augmentation de la perméabilité du capillaire et une sortie de plasma. Perméabilité, c'est qu'il laisse passer. Un imperméable, ça empêche de passer. Quand vous prenez un imperméable, c'est que vous ne voulez pas avoir d'eau à pénétrer sur vos vêtements. Ça empêche l'eau de passer. Si c'est perméable, ça laisse passer. L'histamine augmente la perméabilité des vaisseaux sanguins. C'est-à-dire que le liquide du sang peut quitter le vaisseau sanguin et rejoindre le tissu conjonctif autour du vaisseau sanguin. Et on a une sortie de plasma qu'on appelle exudation. Vous voyez le terme en jaune ici, exudat, et avec les flèches jaunes, c'est une sortie de plasma. Donc vasodilatation, rougeur-chaleur, augmentation de perméabilité qui entraîne une sortie de plasma. Si le liquide sort du sang, le plasma, et rejoint le liquide extracellulaire ici, eh bien vous accumulez du liquide dans la partie qui est beige là. Si vous accumulez du liquide, le tissu gonfle. Il se gorge de plasma. Donc ça, c'est l'œdème. Et l'œdème comprime des terminaisons nerveuses que vous avez partout, notamment dans les muqueuses. Et ces terminaisons nerveuses sont stimulées par l'œdème et c'est la douleur. Donc, je reprends, l'histamine entraîne une vasodilatation, donc augmentation de diamètre du capillaire, rougeur, chaleur, et l'histamine entraîne également une augmentation de perméabilité qui fait sortir le plasma du vaisseau sanguin. Le plasma s'accumule à l'extérieur du vaisseau, donc
la partie à l'extérieur du vaisseau gonfle, parce qu'il y a une accumulation de liquide, œdème, gonflement c'est la même chose, ça comprime les terminaisons nerveuses, douleur. Voilà comment on a rougeur, chaleur, œdème, douleur. Et c'est dû à l'histamine. Et l'histamine, elle est sécrétée en réponse à l'introduction du virus dans la muqueuse. Donc l'inflammation de la sous-muqueuse provoque une augmentation de sécrétion de mucus également, avec une toux et une expectoration pour dégager les voies respiratoires, parce que s'il y a une forte production de mucus, eh bien, ça va encombrer les voies respiratoires, et donc on veut libérer les voies aériennes pour mieux respirer, donc on tousse. Il n'y a pas que des phénomènes au niveau des vaisseaux sanguins, donc on a vu augmentation du diamètre, donc vasodilatation et augmentation de perméabilité. On a également des phénomènes cellulaires. Donc, et ça va concerner nos globules blancs. La vasodilatation diminue le flux sanguin, la vitesse ralentit puisque la section est beaucoup plus large, ce qui permet aux phagocytes, les phagocytes c'est une catégorie de globules blancs qui vont manger, phago c'est manger, qui vont essayer de manger le virus pour le détruire. Donc les phagocytes vont être attirés sur le site infecté. On voit ici plein de globules blancs qui vont sortir. Ils sont attirés, ils s'accolent à la paroi, c'est de la margination, on voit le terme ici, et on voit les leucocytes qui se collent à la paroi. Ils s'infiltrent entre deux cellules endothéliales. Les cellules endothéliales sont les cellules qui constituent les vaisseaux sanguins, les capillaires sanguins. Donc, et ils vont passer entre des cellules endothéliales. On le voit ici, et ça s'appelle la diapédèse. Donc, margination, les cellules se collent, elles passent entre deux cellules endothéliales, diapédèse, donc elles quittent les vaisseaux sanguins. Et par chimiotactisme, elles vont être attirées vers le virus. Et les cellules qui vont aller vers le virus vont essayer de détruire par phagocytose le virus. Voilà le but de la réaction inflammatoire. Le but de la réaction inflammatoire, alors elle se traduit par des signes, rougeur, chaleur, œdème, douleur, mais le but est d'attirer des cellules phagocytaires, donc qui vont manger, et on va étudier la phagocytose maintenant, c'est d'attirer les cellules ici, tous les globules blancs qui vont pouvoir sortir et détruire le virus par phagocytose. On va voir les étapes de la phagocytose. Mais les cellules qui sont dans le sang doivent sortir, donc elles s'accolent, margination, elles sortent, diapédèse, et elles vont aller détruire le virus. Tous les globules blancs ne font pas ça. Les polynucléaires neutrophiles ou les granulocytes neutrophiles le font. Les monocytes sanguins qui, lorsqu'ils sortent, deviennent macrophages. Et des cellules dendritiques également qui peuvent faire ça. Donc ces cellules, donc voilà les phénomènes cellulaires, ce sont des cellules du sang, des globules blancs, certains globules blancs qui sortent du vaisseau pour aller détruire par phagocytose la particule à éliminer. Et dans ce cas, dans le cas qui nous intéresse, c'est le virus de la grippe. La phagocytose est réalisée par différents leucocytes que l'on appelle phagocytes. Les monocytes sanguins qui deviendront macrophages, on les voit ici, et les polynucléaires neutrophiles font cela. 4 phases. L'attraction, on le voit ici, phase 1. L'adhésion, l'ingestion, la digestion. Bon, alors, je vais vous montrer une vidéo, il n'y a pas forcément toujours ces phases-là. L'attraction, c'est le chimiotactisme. On voit ici le virus de la grippe, le phagocyte, l'adhésion, très important, il y a reconnaissance entre les deux. L'ingestion, il y a émission de pseudopodes par le phagocyte qui va entourer le virus de la grippe, l'internaliser et créer une vésicule ici qu'on appelle le phagosome. Et le phagosome va fusionner avec les lysosomes. Rappel du premier cours de première, les lysosomes contiennent des enzymes lytiques qui vont détruire, je vous ai souvent dit en cours que ce sont des petits camions poubelles de la cellule, des lysosomes. Ils détruisent.
ce qu'il faut éliminer, ils le détruisent par des enzymes. On dit que les lysosomes sont spécialisés dans la digestion intracellulaire. Donc, le virus de la grippe est internalisé grâce à l'émission de pseudopodes. Ça forme un phagosome qui va fusionner avec un lysosome. Et on va avoir l'étape de digestion. La fusion phagosome-lysosome donne un phagolysosome. Et on aura une exocytose. Donc, on a une destruction du virus de la grippe. On rejette les déchets à l'extérieur par exocytose à l'extérieur de la cellule. Et la cellule phagocytaire, pour poursuivre les réactions immunitaires, va devenir présentatrice de l'antigène. C'est-à-dire que vous voyez la petite boule jaune ici, elle est présentée à la surface du phagocyte. Le phagocyte va alerter maintenant d'autres catégories de cellules immunitaires en leur disant, ben voilà, si on n'arrive pas à se débarrasser de ce virus de la grippe, il va falloir faire de l'immunité spécifique, ce sera l'objet de la fin du chapitre et de la dernière vidéo, soit en produisant des anticorps, soit en faisant des lymphocytes cytotoxiques. Mais le phagocyte, à la fin, il présentera aux cellules immunitaires en disant il va falloir se défendre contre ça. Donc, si on regarde le virus de la grippe, c'était des petits spicules verts et des petites boules jaunes. Eh bien, le virus de la grippe va être internalisé, digéré, et la cellule phagocytaire présente à sa surface la petite boule jaune, associée à du CMH, donc du complexe majeur d'histocompatibilité, du SOA. Donc cette cellule devient une cellule présentatrice de l'antigène. C'est très important, CPA. Donc les cellules phagocytaires deviennent, surtout les macrophages et les cellules dendritiques, des cellules qui vont présenter l'antigène. Et là, ça va déclencher le deuxième type d'immunité, l'immunité acquise ou spécifique. Là, on est dans l'immunité naturelle. Pourquoi elle est naturelle? Parce que la phagocytose, elle est identique, quel que soit l'agent pathogène, à détruire, à phagocyter. Que ce soit une bactérie, que ce soit un virus. Les étapes sont les mêmes. Et le déroulement des opérations est le même. Par contre, à la fin, la cellule phagocytaire devient cellule présentatrice de l'antigène, et ce qu'elle va présenter, c'est une partie de l'antigène. Donc là, elle va demander à d'autres cellules immunitaires, les lymphocytes, de produire des réactions spécifiquement dirigées contre la partie qui est présentée, soit la boule jaune, soit le triangle vert. Et là, ce sera spécifique de la grippe. Ce sera pour la suite. Alors la phagocytose, oui, si, on va commencer par ça. Donc là, ce qu'il faut, c'est pas un virus, c'est le cas d'une bactérie qui est jaune. On a le phagocyte ici en bas avec ses lysosomes, les petites boules bleues. Et on voit son noyau, c'est un genre de polynucléaire. Adhésion. Oh là là, j'ai enlevé la musique. Adhésion. On voit qu'ici qu'il y a une émission de pseudopodes. Émission de pseudopodes qui va entourer, bon ici c'est le cas d'une bactérie, et former une vésicule d'endocytose qu'on appelle le phagosome. Donc la pseudopode, et quand ça va se réunir, hop, là on a un phagosome. C'est une vésicule d'endocytose, phagosome qui va fusionner avec les lysosomes. Et à ce moment-là, on forme un phagolysosome, fusion du phagosome et du lysosome. Les lysosomes déversent leurs enzymes et vont commencer à détruire. C'est la digestion, puis rejet des déchets. On ne va pas voir sur cette animation la présentation de l'antigène. Donc je remets. Adhésion. Ingestion avec formation du phagosome, émission de pseudopodes. Voilà, donc on est dans l'ingestion, l'internalisation, et ça va fusionner avec un lysosome pour commencer la digestion. La digestion, c'est lorsque les enzymes du lysosome se déversent dans le phagosome et digèrent l'agent pathogène à éliminer, bactéries ou virus. Puis, expulsion des déchets. Et on ne le voit pas ici, présentation de l'antigène. Ici, donc vous avez par exemple, c'est une bactérie également. En 1, c'est l'étape d'adhésion. En 2, c'est l'étape d'ingestion, formation d'un phagosome. On a l'isosome ici. Donc le phagosome que vous voyez là
va fusionner avec le lysosome, formant un phagolysosome, c'est la digestion. Les enzymes du lysosome détruisent la bactérie, qui est rouge, puis expulsion des déchets. On ne voit pas là non plus la présentation de l'antigène. À nouveau, phagocytose, phagosome, fusion avec le lysosome, les enzymes détruisent, expulsion des déchets. Et j'avais encore ici un petit schéma. Là, c'est un virus. Ingestion, digestion, expulsion des déchets. Voilà. Souvenez-vous que lors de l'expulsion des déchets, il y a également présentation d'un épitope ou d'un déterminant antigénique qui va permettre d'initier la réaction immunitaire spécifique ou acquise. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette immunité dès le départ, c'est-à-dire dès le début de la vie. On va acquérir la possibilité de se défendre contre tel ou tel micro-organisme en produisant ou des anticorps spécifiques ou en produisant des lymphocytes T cytotoxiques qui détruiront des cellules infectées. Mais ça, c'est une immunité qui se met en place au contact de l'antigène. L'immunité innée que l'on vient de voir, elle est présente dès la naissance et elle est identique quel que soit l'agent pathogène. Protection cutanéo-muqueuse, elle n'est pas spécifique de telle ou telle bactérie ou de tel ou tel virus, c'est la même pour tous les agents pathogènes. La réaction inflammatoire, je trouve un problème, la réaction inflammatoire, j'arrive pas à trouver mes vignettes. La réaction inflammatoire, rougeur, chaleur, douleur, identique quel que soit l'agent pathogène, c'est bien de l'immunité non spécifique, innée, naturelle, l'histamine, vasodilatation, augmentation de perméabilité et attraction des cellules phagocytaires par margination diapédèse, chimiotactisme. Et ces cellules phagocytaires font la phagocytose. Voilà l'immunité naturelle. Prochaine vidéo, l'immunité acquise. Elle sera de deux types. Soit on produit des anticorps et elle est humorale, soit on produit des cellules qui détruisent des cellules infectées et les cellulaires. Et ce sera la fin de ce chapitre et du programme. Bonne journée et à bientôt.